Dès ses premiers mots à résister aux champignons hallucinogènes qui poussent dans la jungle politique de la bulle médiatique, Jean-Luc Mélenchon a concentré ses critiques sur Emmanuel Macron qui, je cite, a pourri la vie de milliers de gens avec sa participation à la loi El Khomri. Le candidat a aussi raillé les propositions de Marine Le Pen, notamment sur la fin de l'éducation gratuite pour les enfants d'immigrés. Écoutez. Alors, Madame Le Pen, qui a bien pu vous donner une idée pareille ? Et comment avez-vous fait pour la croire et la penser utile? De dire on n'enseignera pas les enfants des étrangers qui sont présents sur notre sol. Qui peut croire qu'une société devient meilleure en augmentant la quantité d'ignorance qu'elle contient? Eh bien, ça n'est qu'une ignorante qui peut le croire. Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque à Marine Le Pen et aussi à Emmanuel Macron, mais il n'a jamais cité Benoît Hamon. Il a tout de même mis la pression sur le candidat PS. Les précisions sur place pour UTélé avec Loïc Signor. Marine Le Pen parasitée, Emmanuel Macron torpillé, Benoît Hamon soigneusement évité par Jean-Luc Mélenchon pour son meeting lyonnais. Une date et un lieu qui n'avaient pas été choisis au hasard, bien sûr, au moment où Marine Le Pen présentait son programme présidentiel à quelques kilomètres d'ici. La présidente du Front National qui n'était pas au cœur des critiques de Jean-Luc Mélenchon qui a préféré s'en prendre à Emmanuel Macron à travers un prisme inattendu, celui de la culture, alors que le leader d'En Marche propose d'ouvrir les bibliothèques le dimanche. Jean-Luc Mélenchon ironise et lui répond, pour cela, il faut d'abord des bibliothécaires. Une manière pour lui de se placer d'abord du côté des salariés. Quant à Benoît Hamon, très peu d'attaques, mais un défi historique. Selon lui, Benoît Hamon doit faire le ménage au parti socialiste. Une manière pour Jean-Luc Mélenchon de mettre la pression sur le candidat socialiste, certes ancien frondeur, mais héritier à ses yeux du bilan de François Hollande. Nous sommes avec Raquel Garrido, la porte-parole de la France Insoumise. C'est une opération clairement réussie à Lyon et du coup aussi à Aubervilliers aujourd'hui. Oui, c'est un formidable succès, au-delà de nos espérances, il faut le dire. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui faisaient la file pour entrer dans les salles à la fois à Aubervilliers et à Lyon. Moi, je me trouvais à Aubervilliers. C'était un peu la bataille avec Marine Le Pen, du coup à Lyon, et aussi Emmanuel Macron hier. Hein. Ah bon, la bataille des chiffres un petit peu. On a tué le match, hein. Mais là, on a tué le match, de toute façon. Ce que tout le monde dit. Sauf que, quand même, il y a une réalité qui est incontournable. Emmanuel Macron, au début de son meeting, a annoncé qu'il avait 8000 personnes à l'intérieur, 8000 personnes à l'extérieur, alors que la salle dans laquelle il était avait une jauge de 6500 et que dehors, il y avait 2000 personnes à tout casser. Et d'ailleurs, les médias ont dû rectifier ce matin en disant il n'y a pas les 16 000, quoi. Donc, nous, on ne voulait pas mentir, on voulait jouer à la loyale. Et à la loyale, effectivement, il y a eu 12 000 personnes à Lyon et 6 000 à Aubervilliers. Je sais pas si moi j'étais à Aubervilliers, c'était incroyable. Jean-Luc Mélenchon n'y était même pas. Et pourtant tout le monde était là, ils étaient tous là, ils sont venus et c'était vraiment, ça donnait chaud au cœur. Et on en reparle dans un instant, ce sera dans notre focus. On parle de retour sur le plateau d'Intégral Week-end, c'est l'heure de notre focus, un focus forcément politique en ce week-end, une journée très importante à Lyon pour Marine Le Pen. Hier c'était Emmanuel Macron et aujourd'hui également Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes avec Raquel Garrido, vous êtes porte-parole de la France Insoumise, bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, avocate, auteur du guide citoyen de la 6ème République. On a beaucoup attendu ce meeting, on sait que c'était une journée importante pour le candidat de la France Insoumise. Il avait bien sûr son programme, son meeting, mais aussi ce petit tour de passe-passe. On en a beaucoup parlé, l'hologramme entre Lyon et Aubervilliers, ça donne ça. Alors, est-ce que ça a causé un petit peu de stress à l'équipe de Jean-Luc Mélenchon juste avant? Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup communiqué, c'était une première et il fallait que techniquement tout soit parfait quand même. Oui. Il y a tout de même 6000 personnes à Aubervilliers. Oui, il y a eu beaucoup de répétitions toute la semaine et un dernier calage pour le duplex à midi. Ouais. C'est-à-dire que pendant la première demi-heure où on devait faire entrer les gens dans les salles à Aubervilliers, on était encore en répétition parce qu'il fallait gérer le duplex. Donc tout ça a été vraiment... Vous étiez un peu mise à contribution, j'ai l'impression. Il y a eu aussi ce claquement de doigts, ce qui a buzzé aussi sur les réseaux sociaux, là, un peu comparé à Mimi Mati. Je ne sais pas si ça me servira. Là, je ne sais pas si vous avez le temps de dire tout ça. Bon, au-delà, bien sûr, de ce coup de communication qui est, il est vrai, parfaitement réussi, il y a ce changement de ton. Il contourne véritablement le système médiatique grâce notamment des effets comme l'hologramme. Mais
Qu'en est-il de la menace Hamon? Est-ce que pour vous aujourd'hui, Benoît Hamon, qui a gagné donc la primaire la semaine dernière et qui gagne visiblement, en tout cas quand on regarde les tendances des sondages, je crois qu'il a pris 5 points en une semaine, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que je peux d'abord réagir sur ce que vous disiez à propos du contournement des médias? C'est vraiment central. Aujourd'hui, vous aviez 5 chaînes d'information qui diffusaient le discours de Marine Le Pen. Bon, et je pense qu'en termes d'audimat, je ne connais pas, on verra, on aura des chiffres plus précis demain. On l'a diffusé aussi, hein, Oui, non, mais je ne veux pas vous accuser. Simplement, je fais un constat. Je constate que 5 chaînes étaient sur Marine Le Pen et plus d'un demi-million de personnes ont regardé, du coup, en ligne, le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Sur Facebook et sur YouTube. Sur Facebook, sur YouTube. Et du coup, on s'aperçoit là aujourd'hui, c'était une démonstration spectaculaire de ce que nous disons sur le contournement justement des médias et dans le fait que justement on retrouve une liberté grâce à Internet que nous n'avions pas du temps où nous n'avions pas d'autre choix. Pourtant, vous en avez quand même besoin des médias. Vous êtes bien là ce soir. Oui, mais en l'occurrence, cet après-midi, pour quiconque voulait regarder en direct le discours de Jean-Luc Mélenchon, les médias ne servaient à rien. Hein, parce qu'il y avait sur toutes les chaînes du Marine Le Pen. Et du coup, c'était important pour les insoumis, je crois, de faire cette démonstration de force qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est quasiment 20 000 personnes qui sont venues aujourd'hui, peut-être en regardant les sondages ou peut-être justement en regardant la télé, elles se disaient mais je suis chez moi, je soutiens Mélenchon, je soutiens l'Avenir en commun, mais est-ce qu'il y en a d'autres des comme moi? Je clique sur la chaîne YouTube, je like, je soutiens, j'appuie JLM2017.fr. Est-ce que les autres sont là? Et je pense qu'ils sont venus voir. Et Aubervilliers, c'était clair, il y avait énormément et majoritairement des jeunes. Et donc, du coup, quand les gens se trouvaient, ils se disaient « Ah ben vraiment, on est très très fort et personne maintenant peut nous dire le contraire. » Et Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas cité Benoît Hamon, est-ce que vous êtes, et c'était ma question du coup, inquiet de cette dynamique qui semble s'installer de la part du candidat PS qui a été investi aujourd'hui? Pas du tout. Justement, 5 points en une semaine? D'abord, les sondages, d'ailleurs, dont vous avez eu la gentillesse de présenter mon livre tout à l'heure. Ouais. J'ai un chapitre entier sur la question des sondages où j'explique que les sondeurs aujourd'hui ne respectent pas la loi sur les sondages parce qu'ils ne veulent pas communiquer à la commission des sondages. Au-delà des chiffres, peut-être tout de même ces évolutions. Non, moi, laissez-moi finir sur les sondages. Normalement, les sondeurs appliquent ce qu'on appelle des coefficients de redressement aux chiffres bruts. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, vous avez un chiffre brut qui donne Jean-Luc Mélenchon à 14. Eh bien, en fonction du redressement, vous pouvez redresser à la baisse, à la hausse ou maintenir. Actuellement, nous pensons que les taux de redressement sont fortement à la baisse, sauf que les sondeurs ne veulent pas communiquer ces informations à la commission des sondages. Donc, ma seule demande, et je me l'applique à moi-même, c'est qu'il ne faut pas écouter les sondages, il ne faut pas commenter les sondages. Où sont les réserves de voix aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont du côté de Benoît Hamon? On a vu que votre candidat tendait un petit peu la main à Benoît Hamon s'il balayait un peu devant sa porte. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces deux gauches, au final, peuvent fonctionner ensemble, sont compatibles? La réserve de voix, c'est très important. La réserve de voix, pour moi, pour la victoire, elle n'est pas dans le monde des gens très politisés qui participent déjà aux primaires, qui peut-être ont regardé ce quinquennat en étant un peu déçus, mais qui se disent « Allez, on va quand même redonner une chance à Madame El Khomri, à Monsieur Valls et à tous les autres. » Je pense qu'au contraire, la réserve de voix, comme vous dites, c'est parmi tous ces Français qui aujourd'hui sont extrêmement déçus de la politique, qui sont extrêmement méfiants, qui ne prennent plus aucune parole politique que pour argent comptant. Et la force de Jean-Luc Mélenchon, et il est le seul à le faire, et c'est la raison pour laquelle je le soutiens, c'est qu'il s'engage à faire une assemblée constituante pour la 6e République dès son élection. Il dit comment? Ce sera sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. On a quand même l'impression qu'il a discuté, Jean-Luc Mélenchon. On a vu, bien sûr, Benoît Hamon proposer notamment le revenu universel. Et on a l'impression qu'il a du mal à faire cette surenchère sociale et peut-être aller draguer votre électorat plutôt populaire. Alors justement, la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il ne dit pas aux gens « faites-moi confiance parce que je vais vous faire des mesures extraordinaires ». Il dit « dans la 6e République, vous aurez le droit de révoquer les élus entre les élections. J'accepte, moi, Jean-Luc Mélenchon, d'être révocable ». Donc, en quelque sorte, c'est la garantie suprême. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du soupçon en politique. L'affaire Fillon le confirme. Plus aucune parole politique n'est vraiment digne d'une confiance totale. Et c'est tant mieux, moi, je dis. Parce que nous devons passer de l'ère du soupçon à l'ère du contrôle populaire, du contrôle citoyen. Le droit de révoquer les élus, c'est central. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul à se faire entendre très largement dans le pays parce qu'il est le seul à vouloir ce droit de révoquer pour tout le monde. Et on aura bien sûr très largement l'occasion d'en reparler. On est à 77 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Merci Raquel Garrido. Je rappelle votre livre, votre ouvrage, le guide citoyen de la 6e République. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir.